Ici Saint-Étienne-Loire, 100% Sainté. Le débrief de la 29e journée de Ligue 2, c'est 100% Sainté. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Les Verts se sont déplacés samedi en pelouse nancéienne au stade Marcel Picot et sont revenus avec un point. Un petit point, un point seulement, un bon point pour certains. Au vu de la physionomie du match, nos experts autour de la table, on va en parler ce soir avec l'homme des tirs au but. Tout d'abord, avec lequel j'ai eu plaisir de commenter cette rencontre. Merci Martin. ASNL, ASS, bonsoir. Joris Sabi. Martin, bonsoir à toutes et à tous. Joris Sabi. Jérémy Marié, j'allais dire. C'est déjà fait. D'envers et contre tous, un plaisir non dissimulé également de retrouver celui qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, Paul Rivolier. Salut Paul. Que 2 semaines. Ah bah, c'est déjà trop. Je n'ai manqué qu'à vous. C'est déjà trop. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Paul. Et comme on dit jamais 203, plaisir également de retrouver ce journaliste du Progrès de la Tribune, Thibaut Auclair, qui est avec nous. Bonjour Thibaut. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous, messieurs. Jusqu'à 19h, 100% Sainté, à la radio et sur YouTube, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% Sainté. 100% Sainté. Martin Moulier. On va commencer par un petit résumé de cette rencontre. 100% Sainté, le match. On attendait la victoire pour cette 29e journée de Ligue 2 contre l'AS Nancy-Lorraine, une équipe en difficulté avec une seule victoire en 10 matchs, mais on savait aussi cette équipe capable de performer à domicile contre de grosses écuries, comme elle l'avait fait contre Troyes, leader du championnat en s'imposant 2-1 en février dernier. Pas de changement dans le 11 de Philippe Montagnier par rapport à Annecy. Les internationaux Davidashvili, Stassin, Cardona sont bien en attaque. Brice Maubleu préféré à Gauthier Larsonneur dans les cages. Maubleu dont l'intérim était parfait jusqu'à la 6e minute de cette rencontre. Attention là, la tête de balle au milieu de terrain et ballon en profondeur pour les Nancéens avec Daouche qui va rentrer dans la surface, il a un peu d'espace. Est-ce qu'on va se replier? Daouche la frappe et le but. Aïe aïe aïe. Oh non, c'est pas vrai. Une frappe puissante, filet opposé, signé Zakhariev Daouche, ailier gauche de cette formation nancéienne. Il suffit d'une transition, une seule, pour ouvrir le score. Un long ballon dans le dos de notre défense, ça faisait longtemps, et avec un tableau d'affichage débloqué dès le début du match. Les pensionnaires de Marcel Picot ferment le jeu. Les hommes de Philippe Montagnier, eux, ne sont pas flamboyants, mais essaient de trouver la faille. Et à la 44e. Le Cardinal à 25 mètres, il va décaler dans la surface côté droit. Cardona qui tombe, est-ce qu'il y a pénalty? Il y a pénalty! Oui, il y a pénalty cette fois pour la SAS. La balle d'égalisation, l'élan de Davidashvili, c'est parti! Oh, l'arrêt du gardien qui la met en corner. C'était tout mou sur le côté droit. Mais toujours à 1-0 pour Nancy à la mi-temps et au retour des vestiaires, le verrou nancéien ne saute toujours pas. Un fait de jeu vient arrêter la rencontre. Kevin Pedro et Jérémy Gélin s'entrechoquent. Le joueur de Nancy se relève. Le jeune défenseur stéphanois, lui, reste au sol, évacué sur civière. Bon, a priori, plus de peur que de mal, on pourra en reparler, mais dur de se remettre dans la rencontre après ces images. Les Verts reprennent tout de même des couleurs un quart d'heure avant la fin de la rencontre avec de nombreuses occasions. Dufus, le contrôle de Dufus à l'angle de la surface, il va crocheter, il va frapper Dufus dans les 2 points du gardien qui boxe ce ballon. Le centre dans la surface, peut-être la tête de Stassin, le but est en jeu, sifflé contre Cardona qui est fou furieux. Cardona, côté droit, peut-être pour un centre. Cardona face à Daouche, le centre de Cardona au deuxième poteau, la tête, le but et c'est Stassin. C'est Lucas Stassin qui vient égaliser à la 97e minute. Un point de prix, un seul, c'est frustrant, mais au vu de la physionomie du match, on s'en contente et la série d'invincibilité continue pour les hommes de Philippe Montagnier. Messieurs, avec cette question, est-ce que c'est l'AS Saint-Étienne qui a déjoué ou les Nancéens qui étaient trop forts? Thibaut, là, paf, baptême du feu. Franchement, Nancy, j'ai pas l'impression qu'ils aient fait le match de l'année de leur côté. Donc, dans un premier temps, c'est surtout Saint-Étienne qui a pas joué à son niveau. Ouais. Et en fait, c'était ça qui était inquiétant, c'est que Nancy, qui va pas bien, n'a pas eu besoin de faire un grand match pour gêner Saint-Étienne. Donc après, Philippe Montagnier n'avait pas vraiment de réponse à dire pourquoi Saint-Étienne a joué avec cette sorte de faux rythme pendant 1 heure. On a évoqué la trêve internationale. Est-ce que ça a coupé un peu les jambes des joueurs? Est-ce que c'est aussi le scénario de match avec ce but qui arrive direct et forcément Nancy qui recule en bloc très bas? On avait vu déjà plus tôt dans la saison que l'SS avait un peu de mal face au bloc bas. Est-ce que c'est aussi ça? Puis forcément une équipe qui casse un peu le rythme, qui joue à l'ancienne pour que le match ne s'emballe pas. Donc on a vu que Saint-Étienne avait du mal plus tôt dans la saison sur ce genre de match. Ils ont eu du mal. Mais après, une fois qu'ils accélèrent, ils peuvent en planter plusieurs sur la dernière demi-heure. Donc je pense que c'est vraiment la clé. C'était Saint-Étienne, s'ils jouent à leur niveau, ils gagnent. Et Nancy n'a pas surperformé, quoi. On va peut-être écouter aussi Lucas Stassin en conférence d'après-match qui vous donne un petit peu raison, Thibaut.
Ouais, moi je trouve quand même que ça a été mieux deuxième mi-temps, faut être honnête. Puis eux, ils ont pas eu énormément d'occasions. Ils ont eu un tir, 2 tirs cadrés, je pense. Ils ont mis un but. Voilà, j'ai regardé, nous on rate un penalty, on met un but hors jeu, moi j'en rate une. Donc c'est pas comme s'ils nous ont dominé tout le match ou que voilà. Donc je pense que c'est juste nous qui n'avons pas fait le travail. C'est pas eux qui ont fait le travail aujourd'hui. Paul, le point du match nul quand on voit les 90 premières minutes de l'AS Saint-Etienne. Est-ce qu'un Lucas Tassin qui dit qu'il n'a pas fait le travail, il l'a quand même fait un petit peu? Parce que franchement, non, il a quand même raté 2-3 trucs où j'ai retrouvé un peu le Lucas Tassin que moi j'avais pointé du doigt, celui qui à la recherche du top geste systématique, du top but. Il a notamment une énorme où, à mon sens, plutôt que de jouer simple, il essaye encore une fois de mettre des lucarnes systématiquement. Voilà. Après, la performance de Lucas Tassin, elle est dans la norme de tout ce qu'ont fait ses collègues, à savoir que c'était un match quand même assez médiocre. Je travaillais pas sur cette rencontre, donc je l'ai regardé en football plaisir chez moi. Bon, je peux vous dire que si la Saint-Etienne n'avait pas été mon travail au quotidien, je pense que je me serais arrêté beaucoup plus tôt dans ce match. En tant que spectateur, c'était quand même assez triste à voir. Je rejoins Thibaut sur son analyse. J'ai pas le sentiment que Nancy a fait le match de l'année. D'ailleurs, quand on écoute les acteurs nancéens en conférence de presse d'après-match, il n'y en a aucun qui dit qu'ils ont livré un match de fou ou quoi que ce soit. Voilà, les Verts sont passés à travers, comme ils étaient passés à travers face à Grenoble, comme ils étaient passés à travers du côté du Mans. C'est un non-match, mais ces Stéphanois, en faisant un non-match, ont le mérite de ne pas le perdre. Et il faudra retenir ça dans la course à la montée. Mais erreur personnelle ou erreur collective, Joris? Collective, je pense. De toute façon, on savait que face à ce bloc bas nancéen, la pire des choses était de se prendre l'ouverture du score après 5 minutes de jeu, avec un bloc qui était déjà bas de base et qui allait se retrouver très très bas, et c'est ce qui est arrivé. Donc là, Saint-Etienne après s'est cassé les dents sur ce bloc stéphanois, mais on a vu qu'il y a plusieurs choses qui n'ont pas fonctionné du côté de la SS. On avait souligné la tactique face à Annecy. Celle face à Nancy n'a peut-être pas été la bonne. On a vu les Verts en difficulté. Ça a été mieux en seconde mi-temps avec ce changement tactique justement. Donc c'est peut-être aussi là-dessus qu'il faudra apprendre. Est-ce que ce 3-4-3 est fait justement face à des équipes qui vont défendre bas? Je suis pas sûr. Et je trouve que le 4-3-3 ou le 4-2-3-1, selon les offensives, était plus dangereux en tout cas en seconde mi-temps du côté de la Saint-Etienne. Et puis après, il y a eu bien sûr des erreurs individuelles, on en a parlé, ce penalty loupé qui aurait pu remettre l'AS Saint-Etienne devant. J'allais en parler si vous y alliez pas. Je sais bien, je vous connais, Martin. C'est pas facile les penaltys. C'est quoi le background de ce penalty raté? Pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission de samedi, parce que j'en ai eu un, moi, penalty juste avant en Coupe de la Loire, séance de tir au but contre Côte-Chaude. Et je l'ai encore plus mal tiré que David Julien, pour tout dire. J'ai fait un joli cadeau au gardien qui s'est pas prié de le sortir, ce qui a contribué grandement à l'élimination de mon équipe. Félicitations à Côte-Chaude. Félicitations à Côte-Chaude. Juste avant de commencer cette émission, Paul, on le disait peut-être à juste titre en antenne, ce genre de penalty, s'il rentre tous les jours, il n'y a aucun problème, on n'en discute pas, quoi. Non, puis surtout que David Ashvili les a toujours tirés comme ça. Il est coutumier du fait, il les a mis les fois précédentes. Bon, là, il l'a pas mis. Ces nouvelles façons de tirer les pénaltys font souvent beaucoup parler parce que y a une course, il y a un arrêt dans la course, que si le gardien part ou s'il part pas, c'est souvent arrêt. Voilà, là ça a pas marché pour David Ashvili. Est-ce que ça nécessite d'en parler à outrance derrière? Non, pour moi c'est un épiphénomène. S'il était coutumier du fait et qu'il a raté 2 sur 3, je dis pas. Là c'est le premier qui rate. Franchement, je lui en veux. Alors. On en veut toujours un attaquant qui rate son penalty, surtout au momentum où ça se passe. Ça aurait fait du bien au Verts, évidemment. Ouais. Maintenant, pour moi, c'est un non-événement sur la globalité de la saison de David Ashvili. Thibaut, des déchets techniques aussi à relever de manière plus générale dans le jeu? Vraiment sur l'entame de match. C'est vraiment sur la première mi-temps où on disait que la SS n'arrivait pas à mettre de rythme. C'était en grande partie parce que les passes n'arrivaient pas, qu'il y avait des contrôles ratés sur les débordements. Enfin, les moments où il pouvait y avoir décalage, il n'y avait pas de décalage parce qu'il y avait une erreur technique ou un problème dans le rythme, les joueurs qui ne jouaient pas dans le même tempo des fois. Donc forcément, c'est compliqué de déséquilibrer un bloc qui joue à 11 dans la surface comme ça, dans ces conditions. Ouais, après, je pense que l'animation, et ça fera l'objet d'une grande partie, je pense que l'animation y est pour beaucoup.
Je trouve que Montagnier a un peu ruiné son milieu de terrain avec le 3-4-3. Avec le 3-4-3. La fatigue de ses joueurs aussi, peut-être qu'il ne l'avait pas anticipé à ce point-là. Ouais, après, moi, dans le 3-4-3, il y a un truc que j'aimais bien là sur les axiaux qui montaient beaucoup. En fait, ils avaient des boulevards devant eux. Notamment le Cardinal. On a vu le Cardinal, milieu, Pedro qui montait beaucoup dans un registre où il a beaucoup apporté avec sa qualité technique. Même Nadé a fait pas mal de montées aussi. Ouais, mais les milieux, on les a paradoxalement pas vus. Ouais, mais c'était plus compliqué sur l'apport de Boaké-Kanté. Ouais. De toute façon, ce système nous met forcément en infériorité numérique au milieu de terrain. Donc après, la dernière fois face à Annecy, on a eu la chance de pouvoir exploiter des boulevards laissés par les Annéciens sur les côtés, justement parce qu'ils jouaient très haut et que ça permettait aux ailiers stéphanois, voire même aux latéraux pistons, de prendre la profondeur. Ça n'a pas été du tout le cas à Nancy, et on l'a dit, le scénario il a été beau pour beaucoup, je pense. Si Nancy n'avait pas marqué d'entrée, ils n'auraient peut-être pas évolué aussi bas, parce qu'ils jouaient leur maintien aussi, les Nancéens, donc ils avaient besoin de prendre des points, même si le match nul ils auraient signé avant le match à coup sûr. Donc voilà, je pense qu'il y a eu toute une série de faits qui ont fait que l'AS Saint-Etienne n'a pas été à son niveau. Mais globalement, il y a eu des individualités aussi qui ont moins fonctionné. David Ashvili en a parlé au-delà de ce penalty, je l'ai trouvé moins en vue. Cardona, pour le coup, lui, a été un petit peu ce courant alternatif, mais il provoque quand même ce penalty et il permet à l'AS Saint-Etienne d'égaliser. Bien vendu, Bien vendu le péno, franchement. Il joue bien le coup, en fait. Ouais, après. Parce qu'il y a faute. Non, mais il y a faute, mais c'est bien vendu. S'il tombe dès le premier contact, il y a vraiment moyen qu'il n'ait pas le péno. Mais là, il attend le bon moment pour tomber. C'est pour ça que je dis que c'est bien vendu. Je dis pas qu'il n'y a pas faute, mais son passage. Il l'a bien emballé. Il est. Là, on a vu, je crois que c'est Daouche d'ailleurs qui est fautif. On a vu typiquement la faute d'un attaquant, en fait, qui défend de manière un petit peu naïve. Et donc, du coup, ça a fauté. On parlait de stratégie, messieurs. Revenons peut-être aussi sur le changement de stratégie qu'il y a eu à la deuxième mi-temps, et voyons le verre à moitié plein. C'est l'une des réussites peut-être de Philippe Montagnier sur cette rencontre. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. Un 4-2-3-1 payant à la mi-temps, messieurs. Je vous pose la question, Joris. On commence par vous. Oui. Pour moi, oui, ça a changé quand même pas mal de choses, même si ça a mis du temps à se mettre en place du côté de l'AS Saint-Etienne. Je trouve qu'il a été vraiment payant à partir de la 80e minute, donc on va dire une grosse vingtaine de minutes avec les 9 minutes de temps additionnel, où là les Verts ont appuyé et on a vu que ça a fait du bien. On avait déjà plus de maîtrise, j'ai trouvé, et puis on arrivait plus à déséquilibrer ce bloc qui était pourtant très compact et très dense. Donc ça, encore une fois, c'est à mettre au crédit de Philippe Montagnier, qui s'est peut-être trompé dans sa tactique d'avant-match, même si on l'a dit qu'il n'y avait pas que ça qui n'avait pas fonctionné, mais qui a su se réinventer et qui n'a pas hésité à faire des choix, à faire entrer des joueurs peut-être un petit peu plus tôt qu'à l'accoutumée, et je trouve que ça a payé. Les entrants, je les ai quasiment tous, voire si ce n'est tous, trouvés bons, et pour moi, ils ont tous apporté leur pierre à l'édifice, donc ouais, je trouve que c'est quand même à mettre au crédit du coach. On refera les tops et les flops, bien sûr, au cours de cette émission. Paul, changement d'animation payant, effectivement, c'est ça qui a permis de basculer dans cette deuxième mi-temps ? J'en suis pas certain, en toute franchise, mais je vais me répéter, j'ai pas regardé ce match avec un œil de travail, ce que mes deux confrères autour de la table ont fait. J'étais dans une notion de plaisir, de loisir, donc je l'ai peut-être moins analysé que vous. Comment vous regardez un match quand vous êtes sur le canapé, Paul ? En détente. Vous avez des chaussons, une habitude vestimentaire. Mais disons, quand vous ne travaillez pas le match, vous êtes moins concerné. Vous êtes moins concerné. Vous suivez un petit peu plus le rythme de la rencontre. Et je n'ai pas trouvé, moi, significativement un changement de visage de l'AS Saint-Etienne entre la fin de la première période et la seconde. Voilà, ça m'a pas sauté aux yeux en tout cas. Donc mais je fais confiance à Joris Saby et son analyse très fine de la tactique de Philippe Montagnier. Peut-être que Thibaut, qui lui était très bien habillé dans le stade comme pour la Tribune Le Progrès, a peut-être le même son de cloche que vous, Paul. Pour moi, c'est pas forcément la mi-temps le changement, c'est plus après cette interruption et la blessure de Kevin Pedro, parce que le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, il se passe rien non plus pour moi. Donc c'est vraiment, il y a une forme de déclic dans la dernière demi-heure. Donc c'est pas forcément le changement tactique. Je pense que c'est plus dans la manière les trucs de base dans le foot, quoi, l'envie, tout ça. C'est un peu bête, mais je pense qu'il y a eu une dynamique qui s'est un peu créée sur la dernière demi-heure, plus que sur des raisons de changement tactique. Et on l'a dit, les entrants ont apporté aussi ce changement de dynamique.
On va revenir justement sur cette blessure, messieurs, si vous le voulez bien, de Kevin Pedro, sorti sur civière, blessé à la 55e. Il y a bien eu 6-7 minutes d'arrêt de jeu. Il avait le souffle coupé, c'est ce qu'il disait. On pensait le thorax, finalement, c'est le sternum. Je crois que c'est ce que les docs ont annoncé au diffuseur sur le moment. Ouais. Sternum touché, souffle coupé. Après, je vais me demander à mes collègues c'était juste devant nous, devant la tribune des presses. C'est vrai qu'il y a un bon contact. En fait, Kevin fait faute, mais il prend le lancéen vraiment dans le torse et forcément ça coupe la respiration. Mais du coup, Philippe Montagnier a rassuré tout le monde direct après le match en disant plus de peur que de mal. Ça veut dire quoi, plus de peur que de mal? Le club avait d'ailleurs publié une photo de Kevin Pedro. Quand on voit un joueur sortir ce civière complètement couché, sous minerve, on commence à s'inquiéter, à se dire on espère que c'est pas quelque chose de grave. Là, je suis en train de vous expliquer quand même quelque chose. Non, mais... Et du coup, finalement, il s'avère que c'est moins grave que prévu. Voilà ce que ça veut dire. Merci, Joyce. Je vais vraiment poser la question française pour les nuls. Est-ce que pour Dunkerque, un Kevin Pedro pourrait être dans le 11 de départ de Je pense. Philippe Montagnier? De toute façon, il y a eu une photo publiée par la SS juste après la rencontre où il avait l'air d'aller bien. Je crois que Thibaut ne me contredira pas. Il est passé juste devant vous en zone mixte. Je l'ai vu passer. Moi, j'étais du coup sur la conf coach, mais on l'a vu passer. Il n'avait pas. Apparemment, il marchait. Dans ces cas-là, si la tête n'est pas touchée, qu'il n'y a pas de protocole commotion qui est mis en place, le joueur, s'il est opérationnel, il joue la semaine qui suit. Voilà, souffle coupé, ça dure une demi-heure, 1 heure, et après, la vie reprend. Après, il faudra quand même faire gaffe qu'il n'y ait pas des séquelles au niveau du sternum. Mais je pense que la SS va faire le nécessaire. C'est la zone aussi qui fait qu'il y a sans doute beaucoup de précautions dans le protocole de sortie du terrain qui rend le truc impressionnant. Mais si la communication d'après-coup rassure tout le monde, c'est qu'il ne doit pas y avoir de souci. Avec effectivement cette interruption-là qui, on l'a senti quand même, a installé une sorte de petit faux rythme pendant les 10 minutes qui ont suivi. Il y avait déjà un vrai gros rythme avant. Non, mais je vous disais, le moment de la bascule, si j'avais pas été un supporter et un journaliste de la SS, le moment où vous zappez, pour moi, c'est typiquement là. Vous vous dites, là, ça fait 9 minutes qu'on attend que le jeu reprenne. Allez, je vais faire autre chose, je vais aller regarder Danse avec les stars. Exactement, c'est là où je t'attendais. Vous connaissez mon penchant pour la danse. Danse avec les stars. Danse avec Kevin Pedro, peut-être. Mais qui est la star, du coup? Très bien, ça, Paul, merci. On va continuer cette émission 100% synthé. Peut-être parler du dernier défenseur, Brice Maubleu, qui a suscité pas mal d'interrogations dans l'avant-match. On s'attendait peut-être à un Larceau. Il y avait 3 défenseurs en plus, 3 gardiens en plus dans le groupe annoncé vendredi. On va pouvoir en parler dans 100% synthé. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. Martin Moulier. Brice Maubleu a démarré et terminé cette rencontre face à l'AS Nancy-Lorraine pour cette 29e journée de Ligue 2 dans les cages stéphanoises. On s'attendait au retour de l'Arseneur, en tout cas c'est ce qui avait été préfiguré, imaginé par Philippe Montagnier lors de sa blessure à la cuisse, en disant que cette trêve internationale pourrait justement apporter un petit peu de souffle et de respiration à l'Arseneur pour qu'il puisse reprendre face à l'AS Nancy-Lorraine. Tel n'a pas été le cas. On lui a demandé, Jérémy en tout cas, lui a demandé en conférence de presse pourquoi c'était le cas. Écoutez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le choix de Brice finalement aujourd'hui? Non, parce que je ne vais pas me justifier à chaque fois des choix que je fais. Souvent les choix en fait c'est on pense quel est le meilleur 11 en fonction du dernier match, en fonction de la semaine d'entraînement, en fonction du contexte du match, et c'est ce qui guide un peu les choix. Donc voilà. On est toujours invaincu et puis on va bien récupérer et d'autres combats nous attendent. Voilà, j'ai pas à me justifier. Finalement, hop là, Jérémy, tac, beauté en touche. Du coup, Jérémy, il s'est barré en vacances. Voilà, il a pas aimé. Il a pris la bouche. Il s'est dit, c'est bon. On l'embrasse, on espère qu'il va pas se blesser sur les pistes de ski. Effectivement, Thibaut. Cette déclaration de Terry Corneland, ça y est, de Philippe Montagnier. Philippe Montagnier, le technicien stéphanois. On s'est regardé avec Jérémy après cette conf. C'est un peu ce qu'on avait retenu de cette conf. Déclaration un peu bizarre. Enfin, on a un peu l'impression qu'il se noie dans une justification c'est un choix sportif en fait. Et oui, c'est vrai. Il dit, je vais pas me justifier, mais c'est une forme de justification. C'est vrai que de mes choix. Quand même, et après, en fait, l'explication, on a l'impression qu'il noie un peu le poisson sans dire clairement, Gauthier n'est pas à 100%, on a préféré continuer avec Brice qui a donné pleine satisfaction. Il ne dit pas ça, donc ça laisse penser.
que c'est peut-être un choix sportif, mais vu qu'il est un peu coutumier du fait aussi, Philippe Montagnier, de ne pas répondre aux questions de choix, aux questions de foot, on ne sait pas trop que retenir de la citation, mais avec Jérém, on s'est regardé tout de suite en disant c'est un peu bizarre cette réponse. Je pense qu'il a joué. Il l'avait déjà un peu à moitié fait. J'ai écouté d'une oreille la conf d'avant-match. Voilà, on l'avait dit de toute façon que l'intérim de Brice Maubleu avait été bon et qu'il allait conforter Montagnier si jamais l'Arseneur n'était pas à 100% de ses capacités. Il allait conforter Maubleu, pas Montagnier. Parce que s'il se conforte lui-même... Bah si, quelque part, si. Conforter, pas, pour moi, il n'y avait pas d'urgence à le faire revenir plus tôt. Là où, par le passé, des doublures de la Saint-Etienne apportaient moins de garanties et l'Arseneur a déjà joué blessé à la SS. Sans citer de nom, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, je pense que... Mais pourquoi pas le dire directement ? Ça, je suis d'accord. Pour moi, c'est une erreur de com. Après, dans un après-match, quoi qu'il a dit globalement la même chose au micro du diffuseur. Donc, à voir. Peut-être que c'est un choix. Auquel cas, ça deviendra un vrai sujet pour la fin de saison de l'AS Saint-Etienne. Si Brice Maubleu est passé devant la hiérarchie des gardiens de but. Mais en toute franchise, moi, j'y crois quand même moyen. Je suis plus partisan de la théorie. L'Arceau est à 90%. Bah, on a un Maubleu qui tient la baraque, tant qu'il n'est pas à 100%, on laisse Maubleu. Joris. Ouais, ça serait la solution logique, mais c'est vrai que moi, ça m'a interpellé. On en a parlé dans l'après-match. Franchement, une déclaration comme ça, où de lui-même, il parle de choix. Donc, quand on parle de choix, forcément, ça veut dire que c'est lui qui l'a décidé. C'est pas forcément une décision qui a été forcée. Donc je me dis, peut-être que la hiérarchie des gardiens est bouleversée et ce nouveau match de Maubleu ne va pas changer les choses si c'est le cas, parce que Maubleu il prend un but mais il y est strictement pour rien, c'est une frappe exceptionnelle. Il aurait pu faire l'exploit, mais bon, qu'il ne la sorte pas, franchement, on ne va pas lui reprocher. Donc voilà, à voir. Je pense qu'on aura une vraie idée face à Dunkerque, parce que là, pour le coup, il y aura eu, depuis la blessure de l'Arseneur, un gros mois qui sera passé. Donc si là, encore une fois, c'est Maubleu qui est aligné dans les buts, on pourra se poser la question de cette hiérarchie, parce que je dis se poser la question parce que je suis pas sûr que même si on repose la question en conférence de presse d'avant-match, qui va y aller Messieurs, vous êtes trop à y aller aux conférences d'avant-match, donc Martin, mettez-vous d'accord. Vous accréditez si vous voulez, vu qu'il n'y a pas Jérémy. Voilà. Non mais Jérémy, mais c'est bon. C'est comme vous voulez. Jérémy en visio, sinon. Il fera du télétravail, il fera du télétravail, il lui posera les questions. Salut, c'est moi, je suis en vacances, mais je reviens spécialement. De toute façon, on les posera et on prendra une vache. On l'amènera comme ça, comme Jérémy vous l'a demandé. Et que vous l'avez emballé. Non mais trêve de plaisanterie, quoique je vais quand même me faire l'avocat du diable pour pas grand chose, mais c'est vrai que je le disais en avant-match samedi, à moitié sûr de moi et à moitié sérieux, mais Gauthier Larsonneur, il a 28 ans, Brice Maubleu, il a 36 ans. Est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose qui peut peser dans la balance pour ne pas le titulariser au long cours, Brice Maubleu ? Parle pas d'âge, Martin. Non, mais surtout sur le poste de gardien, franchement, pour moi, ça a pas de valeur, surtout que c'est pas des gardiens qui meurent en plus. Si vous m'auriez dit, s'il y en a un des deux, il y a un gardien qui a été recruté par Kilmer dans un but de développement, etc., c'est pas le cas. Il y a un gardien qui est en fin de contrat, Brice Maubleu. Il y a un gardien qui a prolongé, Gauthier Larsonneur, qui est numéro 1, qui est capitaine de l'AS Saint-Etienne. Je pense qu'il faut pas aller chercher des polémiques là où il y en a pas. À mon sens, il est juste pas à 100%, Larceau, et c'est uniquement pour ça qu'il a pas démarré ce week-end. D'ailleurs, il est sur la feuille de match. Donc s'il est sur la feuille de match, ça veut dire que si Maubleu se blesse, il est apte à jouer. Ouais, justement, gardiens, c'est ça qui est bizarre. Moi, c'est ça qui me met encore plus le doute, justement. Parce qu'à la limite, il n'aurait pas été sur la feuille de match, ça veut dire qu'il n'est pas à 100%, il n'y a pas de doute. Mais là, imaginez Maubleu, 15e minute, il se blesse. Donc on considère qu'on a mis Maubleu parce que Gauthier Larsonneur n'était pas à 100%. Donc on fait rentrer un gardien qui n'est pas à 100% sur le terrain. Moi, je trouve ça bizarre d'un premier choix. Larceau à 70%, il vous fait gagner un barrage retour à Metz. Et je pense que Larceau à 70%, il est meilleur qu'Isaac Touré. Donc bon... Mais j'entends, mais en vrai pour moi, si Montagnier avait fait une autre déclaration d'après-match, on n'aurait même pas fait 5 minutes dessus. S'il avait dit il n'est pas à 100%, c'est fin de l'histoire. On est d'accord effectivement, messieurs, et donc on va continuer cette émission 100% synthé en laissant planer le mystère sur cette affaire Larceau-Maubleu. Vous écoutez ici Saint-Etienne Loire, vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à 100% synthé. Présentez-vous. Qui je suis? Non, vous n'avez pas de tueur, vous n'avez pas de tueur. On est passé pour des baltringues. D'un dauphin, t'en fais pas un requin.
C'est peut-être ce qu'on peut dire pardon, désolé messieurs, de Zoriko Davitashvili qui a été très très bien noté du côté des supporters. Joris Vous Sali. n'allez pas faire comme Jérémy Marié, dès que Davitashvili rate quelque chose, on en fait un débat. Non. Alors que c'est quand même notre meilleur contributeur cette saison. Je sais bien, mais je crois qu'il a été assez sanctionné dans les top et flop du site en contre notamment tous. par les supporters, il a écopé d'un 2,7. Ouais, 2,7 les supporters. Après, les supporters, je pense qu'ils jugent surtout ce penalty loupé. Ce qui est vrai, là où on peut pas leur enlever, c'est qu'il y a eu, on l'a pas beaucoup vu, je trouve, Davitashvili par rapport à d'autres matchs. Après 2,7, c'est quand même franchement sévère pour Zoriko. Ça fait mal. C'est le joueur le plus mal noté. Ouais. Effectivement, après, ça c'est le plus mal noté parce qu'il a fait ce fait de jeu à la 44e manqué, ce penalty. En termes des notes, sinon on tourne aux alentours de 4-5. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se détachent en haut, il n'y en a pas beaucoup qui se détachent en bas. D'ailleurs, le deuxième joueur le plus mal noté, entre guillemets, c'est Ebenezer Hanan qui est rentré à la place de Kevin Pedro. Que moi j'ai trouvé pas mal. Pareil, moi je trouve ça un peu sévère pour Ebenezer Hanan qui, rappelons-le, jouait sur son mauvais pied en tant que latéral droit. Donc lui mettre Thibaut. Alors que le bon, il est incroyable. La petite balle perdue. Justement, en fait, tout à l'heure, quand tu disais que les entrants ont tous été bons, je suis pas totalement d'accord sur ça. En fait, il fait rien de mal, mais il donne une impression de ne pas maîtriser les choses qui faisait peur, autant offensivement que défensivement. Et aussi, moi, j'ai trouvé un petit peu de ça chez Chico Lamba, d'habitude beaucoup plus serein. Là, il y a eu des prises de balles qui faisaient peur, où ça se jouait à pas grand-chose pour que l'attaquant lui prenne dans les pieds, ou des trucs comme ça. Mal assuré aussi. Mais globalement, j'ai trouvé que quand même son entrée a coïncidé en tout cas avec une défense qui a moins souffert. Mais je pense que là, pour le coup, c'est plus dû au changement tactique où les côtés étaient moins laissés libres et que du coup, les Verts ont moins souffert. Des tops, des flops pour vous, Paul ? Ni de flop, ni de top. Non, mais pour moi, c'est un match qui est mid. J'ai envie de mettre 4 à tout le monde. 5 peut-être pour ceux qui ont des stats, Stassin et Cardona, mais ça monte pas plus haut. Je vois pas un mec à qui mettre 6 et je vois pas un mec à qui mettre 3. Et je rejoins Thibaut sur les entrants. Moi, j'ai pas trouvé les entrants bons. J'ai pas trouvé Dufus exceptionnel. J'ai pas trouvé Lamba exceptionnel. J'ai pas trouvé Hanan exceptionnel. Et j'ai trouvé Aymen Mouefek assez mid, quoi. Il est rentré, il s'est pas passé plus de choses avec que sans lui, si ce n'est que le système a changé, donc on a joué un peu différemment. C'est quand même celui qui se détache. C'est celui qui se détache, mais mid, voilà, une prestation mid. C'est la tête, c'est. mais vous connaissez mon amour pour Aymen Mouefek. Si j'avais pu vous dire qu'il avait fait un match exceptionnel, je vous l'aurais dit. C'est pas le cas. J'ai trouvé que c'est vrai qu'on n'a pas vu le même match. Moi, je trouve que les entrants, ça tranche par rapport justement au dernier match, au pluriel, j'entends, où parfois on leur a trop reproché de rentrer un petit peu timidement dans les rencontres. Là, on était mené. Moi, j'ai senti sur les 20 dernières minutes une équipe qui avait envie d'aller faire un résultat. Oui, c'est vrai. Je me rappelle d'une équipe, pour citer un match récent, d'une défaite à Reims par exemple, où les Verts étaient en plus en supériorité numérique. Là, il y avait eu des entrées, mais ça avait été catastrophique. Les Verts n'avaient pas voulu aller chercher ne serait-ce qu'un point du côté de Reims. Là, j'ai pas eu cette sensation et je trouve que les rentrants ont quand même bien contribué à ça. Donc voilà, après bon, pareil, je leur mets pas. D'ailleurs, on citait les notes, que ce soit dans la presse ou dans la presse, chez nos confrères du Progrès justement, c'est peut-être vous qui les avez fait. C'est Jeudi Kael. C'est Jeudi Kael. Excellent, Jeudi Kael. J'ai un Miladinovic qui a 9 chez nos confrères du Progrès. Je suis assez d'accord avec ça. Je l'ai même pas cité dans les entrants, c'est pour vous dire à quel point. Je voulais te demander ce que tu en avais pensé justement. Miladinovic, j'ai adoré comme d'habitude. Je trouvais qu'il avait pas fait une mauvaise rentrée aussi. Je lui ai vraiment dit ça. Par contre, il est pas dans les notes puisqu'il a joué moins de 30 minutes. Donc il est ni noté par les supporters. Ça t'arrange bien ça. Non, franchement, moi je l'ai trouvé qu'il n'avait pas été mauvais dans son entrée. Je l'aurais mis 5, je pense, sur ce match-là. Mais donc, du coup, un 5, quand la plupart ont 4 dans ce match-là, je trouve que c'est pas. Ça détonne un petit peu par rapport au reste. Cardona 5,4. Cardona, moi je lui ai mis 6 moi personnellement parce que quand même deux gestes presque décisifs. Il y a sa passe décisive et le penalty qu'il provoque. Donc pour moi ça aurait été un 5 avec ce petit bonus. À peine de retour de 6. Par curiosité, Montagnier prend combien sur le match? Alors Montagnier chez les supporters 4,4. Moi je lui ai mis 5. Ok. Bon, match nul. Parce que je trouve qu'il s'est adapté. Alors, moi aussi, j'ai trouvé qu'il s'était adapté. C'était à mettre à son crédit. Surtout que quand on est passé d'un Eric Horneland qui, lui, ne s'adaptait pas, c'était une volonté, il voulait jouer tout le temps de la même façon.
c'est vrai que ça tranche quand on a un entraîneur qui est capable de changer de système dès la mi-temps, de faire entrer des forces tout de suite. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif, surtout en Ligue 2, je trouve. Il faudra voir en Ligue 1 comment la SS se comporte. Mais... On a un petit peu balayé toutes les notes, messieurs, mais revenons peut-être sur ce tandem. Si, on monte. Je me suis un peu... c'est vrai, je vais pas relever. Je vous ai vu très confiant. La Ligue 1, c'est déjà fait. J'ai regardé, j'étais sur ChatGPT, ils m'ont dit on y est, quasiment. Source sûre. Il va falloir citer plusieurs autres intelligences artificielles pour... Logographie, la Fédération Française de la Loose, voilà, ça fait 3. Tous aussi fiables les uns que les autres. 5,4 pour Cárdenas, 5,3 pour Stassin. C'est une charnière qu'on a bien retrouvée devant, qui était intéressante, Paul. Non mais ça y est, ok, bon. Non mais je suis désolé, d'habitude j'ai des avis très tranchés. Là moi j'ai un avis très... Mais vraiment, pour moi c'était mid. En vrai Stassin et Cardo, vous leur enlevez le dernier but. Après il y a celui de Cardo qui est refusé, franchement ça se joue vraiment à rien. Et de mémoire c'est Stassin qui centre aussi. À peine une épaule. Donc ça aurait pu faire déjà le même binôme pour l'égalisation. Non mais c'est pour ça, je disais statistiquement, et pour moi ils prennent 5 sur le match, plus 1 pour leur stats. Voilà, 6... Mais ça monte pas bien plus haut. C'est un des matchs les moins aboutis offensivement de la Saint-Etienne depuis quelques journées. Même du côté de Grenoble, j'avais trouvé que les Verts avaient été meilleurs. Et pourtant, ce soir-là, on s'était, je me souviens, en studio, bien ennuyé aussi. Bien régalé, vous voulez dire. Ennuyé. Un partout, effectivement, entre l'AS Nancy-Lorraine et l'AS Saint-Etienne, 29e journée de Ligue 2. On va pouvoir revenir aussi sur l'actu des supporters. Bien qu'elle ne soit pas très reluisante, quoi qu'on a vu des beaux messages de fraternité entre groupes de supporters ce week-end. Effectivement, avec un match de réserve aussi dont on va parler. Et puis, bien sûr, les 5 dernières journées qui nous tendent les bras. L'AS Saint-Etienne avec un point sur le classement avant la potentielle montée en Ligue 1, Joris Sabi. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% Saint-Étienne. 100% Saint-Étienne. Martin Moulier. Aujourd'hui comme demain, liberté pour Saint-Étienne. Voilà une des banderoles qui a été brandie pour ce match entre la SNL et la SS par les supporters nancéiens. C'est à signaler. Guillaume nous l'avait envoyé sur le WhatsApp de la radio au 04 77 10 00 10 que vous pouvez aussi voir sur ici.fr et le site Envers et contre tous. Messieurs, quand on avait je vais y arriver, 1, 2, 3. Vous en avez pensé quoi? C'est une bonne façon de raccourcir les choses. De toute façon, c'est malheureusement bis repetita de ce qui se passait la saison dernière, hein, donc avec cette menace de dissolution sur les groupes de supporters stéphanois. Et ils s'en étaient suivis déjà l'année dernière de nombreux soutiens d'ultra d'autres clubs dans l'Hexagone, mais également en Europe, ce qui s'est passé ce week-end au bord des pelouses, de soutien de la classe politique locale, de soutien d'acteurs du football, de soutien de personnalités. Voilà, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde, dont la presse nationale s'est emparée, pas uniquement la presse locale. Donc forcément, ça a des répercussions autour des rencontres avec ce message de soutien des supporters de l'AS Nancy-Lorraine. Et même c'était pas les seuls d'ailleurs. Entre Fribourg et le Bayern de Munich, je crois qu'on a vu il y a eu un soutien à Fribourg, à Kaiserslautern aussi en Allemagne. En France, en Allemagne, partout, liberté pour les ultras. On connaît l'amitié entre les ultramarines et les Magic fans. D'ailleurs, à Nancy, il y a une banderole qui a été censurée, c'est pas la seule qui avait prévu de déployer les lycéens. Une n'a pas pu rentrer. C'est eux qui l'ont communiqué d'ailleurs ce matin. Bon, en plus, on comprend pas trop pourquoi elle est pas rentrée, parce qu'il n'y avait pas d'insulte. Hein. On va vous la lire, comme ça au moins vous aurez la teneur des propos. D'accord, Joris Sabi veut lire des choses censurées, voilà, très bien. Mais écoutez, cette lecture n'engage que vous. Quand c'est censuré par les préfectures, c'est souvent bon signe. Mais n'empêche, ça veut quand même dire quelque chose de ce sujet-là qui est quand même sous le feu des projecteurs actuellement, où on censure une banderole où quand même c'est marqué dissolution arbitraire, le gouvernement pyromane cherche des boucs émissaires. C'est marqué ça sur la banderole, qu'on ne laisse pas rentrer dans un stade. Franchement, il faut quand même se poser des questions sur un pays dans lequel on revendique la liberté d'expression. Et franchement, il n'y a pas une banderole où on parle d'insultes ou quoi que ce soit. Après, est-ce que c'est pas... Là, je vais me faire l'avocat du diable dès le préfecture. Autant vous dire que j'ai mal au cœur de rien que de le faire. Est-ce que c'est pas aussi dans le contexte de l'interdiction des supporters nancéens qui ont eu un peu un sursis inespéré sur ce match, que le club de Nancy n'a pas voulu jouer avec le feu en disant attendez, déjà qu'on a le droit de faire rentrer nos gars pour ce match,
on va peut-être pas non plus faire rentrer une banderole qui vise du doigt les autorités, quoi. Je me fais l'avocat du diable. Après, pour moi, et j'entends votre propos, Joris, cette banderole, elle aurait dû rentrer sans aucun souci. Mais globalement, c'est ce qu'on a vu, comme le disait Paul la saison passée. Je pense que ce qu'on verra samedi seront des images, en tout cas, qu'on a déjà vues par le passé, avec un rassemblement populaire, avec des milliers, je pense, de personnes qui vont s'y joindre, où il y aura un peu de tout, des associations, des acteurs politiques comme on le disait, mais aussi et surtout beaucoup de supporters stéphanois, affiliés ou non au groupe, parce qu'en fait on parle des Green Angels et des Magic Fans, mais on parle d'une atmosphère en fait qui règne à Geoffroy Guichard depuis maintenant plus de 30 ans et dont on veut faire fi du côté du gouvernement, et sans vraiment de raison apparente. Alors il y a des violences, on les a toujours condamnées d'ailleurs, et je pense que les groupes, c'est même pas je pense, ils le disent souvent, ils assument parfois par un côté un petit peu mi-ange mi-démon et parfois passer les limites. Mais après, quand il n'y a pas de récurrence dans ces violences et quand le mot d'ordre de ces associations-là, n'est pas la violence, on comprend pas comment une décision de dissolution peut voir le jour, et comment surtout, moi je me pose la question, comment ça pourrait être pérennisé, parce qu'on parle aussi de décision administrative, et franchement il faut la justifier, cette décision administrative, et je suis pas sûr que si derrière elle venait à être prononcée, elle ne soit pas démontée par un tribunal administratif ou le Conseil d'État. Très beau t-shirt, Joris Samy. Exactement. Le soutien, on le voit pas trop, je suis obligé de le lever, mais on a mis le soutien. Le chaudron ne se dissout pas, Thibaut. On comprend toujours pas, on n'a pas compris l'année dernière, on comprend pas cette année. Et surtout avec toutes les garanties qui ont été apportées par le club qui va soutenir forcément ces deux groupes. L'année dernière, les groupes dissous, on parle de quelques dizaines de hooligans qui ne sont pas soutenus par leur club. Là, on parle de centaines, de milliers de personnes. On n'a pas compris l'année dernière, on ne comprend pas cette année non plus. On peut peut-être aussi citer quelques noms qui ont pris position contre cette proposition de dissolution des groupes ultra de supporters. Evan Gazidis, Loïc Perrin, très récemment. On a également le nouveau maire de Saint-Etienne, Régis Juanico, ou encore Pierre Courbon, le député socialiste de Saint-Etienne. Ça fait quand même pas mal de personnes qui ont pris la parole, qui ne sont pas forcément dans le même registre, on va dire, d'engagement, mais qui soutiennent la même cause, Paul. Non, mais c'est bien qu'il y ait une pluralité aujourd'hui des prises de parole. J'entendais la non-prise de parole de Philippe Montagnier la semaine dernière en conférence de presse, qui disait que c'était pas son sujet quelque part, et que son avis finalement importait peu. Moi, je trouve que si l'avis des acteurs du foot est hyper important, et ça passe à mon sens principalement par eux. Si aujourd'hui les acteurs du foot, joueurs, entraîneurs, présidents, prennent parti en faveur des supporters de l'AS Saint-Etienne, c'est un atout de poids, si ce n'est le meilleur atout. Après, Thibaut disait qu'il comprend pas, il y a quand même des choses qu'on comprend, et là je vais quand même tirer à boulet rouge sur le gouvernement. C'est un calendrier politique qui pose encore une fois question. Il posait déjà question la saison dernière avec la nomination de Bruno Retailleau au poste de ministre de l'Intérieur. Il pose aussi question, à mon sens, de la même façon avec la nomination de Laurent Nunez. Qui veut aujourd'hui s'offrir une tribune politique parle de football. C'est une réalité. Bruno Retailleau n'a jamais été aussi connu depuis qu'il a parlé de foot pendant 2 mois la saison dernière. Laurent Nunez s'offre une tribune. Je ne remets pas en cause la vie politique de ces hommes, mais encore une fois, médiatiquement, c'est des gens qui se sont offerts une publicité sans précédent depuis qu'il s'attaque au sujet du football. Ça a été le cas par le passé avec Marlène Schiappa aussi, qui était personne avant, qui est globalement plus grand chose maintenant, et qui pendant 1 an... Calmons-nous. Non, mais médiatiquement, j'entends. Médiatiquement, je viens écouter votre avis, calmons-nous. C'est à cause de Thibaut, il a pas dit. Non, je parle médiatiquement, je parle pas de la vie politique des hommes et des femmes que je cite, je parle politiquement. Et je me répète, qui veut s'offrir aujourd'hui une tribune politique, une exposition politique, parle généralement d'un sujet qui touche et qui concerne tout le monde, le football. Voilà, je trouve ça un peu injuste pour les supporters de la Saint-Etienne de se retrouver au milieu de ce calendrier politique-là. Mais c'est vrai que, messieurs, là on parle de dissolution des groupes ultras, mais plus généralement on est dans un contexte d'interdiction préfectorale de déplacement de supporters pour le prochain match à l'extérieur face à Bastia. D'ailleurs on ne sait même pas où il se jouera. Ouais. Donc ce qui est bien drôle, c'est que ça se trouve les supporters stéphanois vont se retrouver interdits à Bastia pour un match qui va se dérouler à Rodez. Ce serait très drôle. Ça va être
non, comme ça au moins ils pourront y aller finalement. Donc voilà, c'est vrai que peut-être qu'à Rodez ce sera la même chose. On se souvient d'il y a un an les affrontements qu'il y avait eu entre groupes de supporters stéphanois et donc il y a plus d'un an. Il y a plus d'un an. 3 ans. Ouais, c'était il y a bien 3 ans. Je m'en souviens bien, mais le temps passe très vite. Non, on s'amuse. Ça fait mal. Ceci dit, et permettez-moi de rajouter ce que je voulais avant que vous ne vouliez pas que j'attaque toute la classe politique. Je vais aussi, et je rejoins Joris Sabi, ces procédures à répétition à l'encontre des ultra-stéphanois doivent aussi amener les ultra-stéphanois à réfléchir à leurs actes et à la portée de leurs actes. Je veux dire, les violences, on les cautionne pas. Il y a quand même eu cette saison 2 ou 3 cas de violences recensées. Alors, à chaque fois avec des circonstances qu'on peut expliquer ou qu'on justifie pas en matière de sécurité. Mais ça doit aussi amener, je trouve, ces procédures de dissolution à une autre réflexion sur la place de la violence que peut avoir parfois les groupes ultras dans le football. Ouais. Autant sur la pyrotechnie, sur la côté fessif, moi je les défendrais bec et ongle toute ma vie. Sur des mecs qui se manchonnent dans un stade, j'ai un peu plus de mal. Mais après, là-dessus, je suis d'accord. Pour le coup, il faut condamner les violences. Après, il y a quand même 3 matchs qui sont cités par rapport à la saison en cours qui sont dans le dossier, enfin en tout cas dans la lettre, qui figure dans la lettre qu'ont reçu les 2 groupes ultra. On parle donc du match à 3. Voilà, franchement, on ne peut pas les défendre. Ouais. Ils se battent entre eux, il n'y a rien à dire. Par contre, Dunkerque, on parle d'affrontements avec les forces de l'ordre où il y a des supporters qui sont sortis blessés, dont un qui a fini à l'hôpital et qui était dans un coma, il me semble. Donc avec des antécédents à Dunkerque qui avaient été signalés avant. Ouais, exactement. Donc d'autres groupes ultras avaient eu des soucis du côté de Dunkerque avec des violences policières pour le coup. Et on parle donc du dernier match à Grenoble où il y avait un itinéraire qui avait été tracé justement pour que les supporters stéphanois arrivent au stade du côté du parkage visiteur et ne passent pas devant la tribune des supporters locaux. Et au final, on apprend, et c'est pas moi qui le dis, c'est il me semble un député actuel qui a pris la parole d'ailleurs chez vous, Martin. Rochette. Ouais, et qui lui était au volant d'un bus où il conduisait des Green Angels et qui dit qu'en fait il y a un motard qui s'est trompé d'itinéraire et qui a fait faire demi-tour les supporters stéphanois pour les faire passer devant la tribune des Red Chaos de Grenoble. Alors après, ça n'empêche pas qu'il leur a pas dit descendez du bus, allez vous battre, mais n'empêche qu'il y a quand même des questions qui se posent. Ces violences-là, ces 3 matchs cités, il y en a quand même 2 où ça pose aussi des questions par rapport aux autorités. Oui, bon, effectivement. Mais encore une fois, Joris a tout dit tout à l'heure. Les groupes ne se cachent pas de ça. Mais ça doit rentrer aussi dans leur façon d'appréhender les choses dans l'avenir. Je trouve que la violence est un peu trop banalisée, mais c'est pas qu'à Saint-Étienne, globalement dans tous les strates de la société et du sport professionnel. Dernière prise de parole pour vous, Thibaut. Je vous ai trouvé un petit peu silencieux. Comme Joris et Paul vont perdre leur travail très prochainement, j'aimerais que vous aussi vous le fassiez, Thibaut. Je peux les remplacer. Bah, écoute, je pense qu'on a à peu près tout dit sur le sujet. Encore une fois, ça ressemble un peu à de l'acharnement. Pourquoi ces groupes, pas d'autres quand on revient à ceux qui ont été dissous l'année dernière, c'est symbolique. Ça, quand même, il y avait des telles différences entre les groupes qu'on comprend pas. Et aujourd'hui, on comprend pas plus. Pourquoi ces groupes, pas d'autres ? Désolé, je reprends la parole. Parce que si vous êtes en mesure, et je pense, de dissoudre les Magic et les Green, on peut toucher tout le monde. Vous pouvez bien sûr. Je suis totalement d'accord. S'ils arrivent à le faire avec ces 2 groupes-là, ils arriveront à le faire avec tout le monde. Il y a beaucoup d'autres groupes en France qui ne seront pas soutenus par les clubs dans des tribunes dans lesquelles ils vont. Et il faudrait peut-être commencer par cela. On va pas citer de nom, bien sûr. On va parler peut-être de la réserve, messieurs. Sujet un peu, j'allais dire, plus festif. Pas du tout. Défaite 1-0. Alors qu'il y avait plus léger, 6 ou 7 pros alignés. Alors attendez, je vous les cite. Maxime Bernauer, Joshua Dufus, Aboubakar Soumaoro, Ebenezer Hanan, Igor Miladinovic, Paul Aymar. Réserve qui s'est incliné 1-0 face à Toulouse, messieurs, ça veut dire quoi ça ? Oui, dans un match de Challenge Espoir qui comptait pas trop, Joris. C'était la dernière journée du Challenge Espoir, les Verts étaient déjà éliminés. Challenge Espoir, c'est un championnat des réserves, si vous préférez. Oui, par contre, c'est vrai que ces joueurs-là qui sont en manque de temps de jeu et qui sont à moitié entre les 2 groupes ne se mettent pas plus en avance, ça peut poser des questions. Joris. Ouais, c'est vrai que d'un point de vue résultat, surtout là dans l'urgence qu'a la réserve de prendre des points en National 3, ce match de Challenge Sport, pour le coup,
Je pense qu'il a plus servi justement pour remplir physiquement des professionnels qui avaient moins de temps de jeu ces temps-ci que pour faire tourner l'équipe réserve, qui aura des échéances bien plus importantes dans les semaines prochaines, mais dans les semaines à venir, pardon. Mais par contre, c'est vrai que ça pose question quand même quand on a 6 ou 7 professionnels titulaires en Challenge Espoir et qu'on n'est pas capable de gagner. Enfin, les joueurs en tout cas qui ont été alignés n'ont pas marqué des points. Alors après, circonstances atténuantes, notamment Pau Dufus, qui avait fait quand même une entrée en jeu la veille du côté de Nancy, il y a le trajet, il joue le lendemain. Thibaut a détesté, donc forcément... Pas du tout. Mais voilà, il y a... Je ne l'ai pas cité dans les flops. Mais voilà, on peut toujours trouver des choses à dire. On l'a pas vu le match n'était pas ouvert au public ni aux médias, donc on peut pas en dire grand-chose. Si ça se trouve, les Verts ont tiré 25 fois au but et n'ont pas eu de réussite. J'ai eu écho qu'Igor Miladinovic avait fait un très grand match. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, mais sinon, sinon c'est vrai que ça pose un peu question. Si mais vous n'existiez pas, il faudrait vous inventer. Merci Martin, ça me va droit au cœur. Moi j'ai hâte de la saison prochaine où il sera plus là. Après Wadji Miladinovic, quel joueur médiocre J'aurais souligné qui est pour le moment virtuellement en Conférence League, donc on sera amené à le revoir sur la scène européenne pour ce qui est. Désolé, Germaine Kies, voilà, j'ai pas fait exprès. Thibaut de Grasse, sauvez-nous. Il a pas dit n'importe quoi sur toute la ligne. Je pense vraiment qu'il faut le voir comme une séance en fait, un peu d'écrassage pour certains, pour d'autres prendre du rythme. C'est pas grave de perdre le résultat. Évidemment que ça la fout mal, mais c'est comme une séance d'entraînement dans la semaine. Ouais, mais quand même, moi je trouve que des joueurs qui sont entre les deux groupes, moi, Dufus, pour moi, il doit croquer dans ses matchs pour prouver à l'échelon au-dessus qu'il est capable de concurrencer des mecs comme ça. C'est vrai qu'on a dit et on le maintient que les entrants avaient démontré de l'envie face à Laval que de bouleverser le score. Là, c'est vrai que quand on regarde juste les résultats, mais on se dit, mais en fait, elle est où l'envie quand tu joues avec la réserve ? Et surtout, j'élargis aux semaines précédentes. Il s'était passé déjà la même chose il y a 3 semaines en National 3, je crois, face à la réserve de Dijon, si je dis pas de bêtises. Il y avait eu 7 ou 8 joueurs qui étaient redescendus. Et Philippe Montagnier nous avait dit en conférence de presse, moi j'avais assisté au match, il a dit en conférence de presse qu'il y avait rien à retenir de cette rencontre et qu'il y avait personne qui lui avait tapé dans l'œil. Pourtant ce jour-là, il y avait les joueurs précédemment cités, plus Moefek notamment. Donc moi je trouve quand même que pour des joueurs qui sont entre les deux groupes, qui sont pas dans les petits papiers de Montagnier, il y a quand même intérêt à ces matchs de la réserve à pas les galvauder et à se montrer un petit peu plus. Dernier mot, messieurs, sur le classement. Deuxième de Ligue 2. On peut le regarder, Paul? Je l'ai imprimé, j'ai pas fait le tableau de Jérém. Joris nous a annoncé une montée, donc je sais même pas si c'est la peine. Ah non, parce qu'on a fait du foot fiction toute la saison, là il reste 5 journées, 15 points à distribuer. Bah voilà. Mais alors attendez, Paul Rivolier nous engueule à chaque fois qu'on évoque le terme classement. Et là il a envie. Mais allez-y, Paul. Je vous ai dit depuis le début de saison que ça servait à rien qu'on parle avant les 5 dernières journées et qu'on pourrait commencer à faire des calculs à partir de ce moment-là. C'est maintenant. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que statu quo en tête de la Ligue 2 dans l'attente du résultat du Mans ce soir. 3 Saint-Étienne, Red Star, Reims, tout le monde a fait match nul. Donc ça, quand personne n'avance, c'est avantage aux équipes de tête. Donc 3 et Saint-Étienne, surtout 3 en réalité, qui a fait un grand pas vers la montée directe et à la faveur de résultats positifs d'ici leur rencontre de la 32e journée face à la SS, pourrait presque mettre déjà une main sur le titre de champion de Ligue 2 en toute franchise. En tout cas, le moindre faux pas de la S Saint-Étienne sera sanctionné en cas de résultat troyen, à mon avis, par un titre prématuré. Pour le reste, attention au vert, parce que on l'a dit, cette équipe du Mans, elle baisse pas de pied et elle a un match ce soir face à Pau qui peut lui permettre de revenir à une seule unité de la S Saint-Étienne. Pas d'espace. Moi, je serais plus optimiste que Paul, honnêtement. Derrière Le Mans, je vois pas une équipe revenir. Et Le Mans, je vois pas dans quel monde Le Mans prend plus de points que Saint-Étienne sur la fin de saison. Rodez est super en forme. On revient à la même chose, nous sommes déjà en Ligue 1, monsieur. Ils sont trop loin. Sur les 5 dernières rencontres, les deux équipes ont pris le même nombre de points dans l'attente de ce que va faire Le Mans ce soir. Donc attention quand même, Thibaut. Étant donné que nous sommes déjà en Ligue 2, pas de sentiment de suffisance par rapport à ça. Bien sûr, tu vas nous porter la pointe. S'il vous plaît, n'insultez pas Joris Sabi, il est déjà été éliminé de Coupe de la Loire. Merci messieurs, étant donné que nous sommes déjà en Ligue 1, c'était bien évidemment la dernière émission de 100% Synthé de la saison, c'est évident. Mais vous faites pas ça. Faudra pas ressortir ces moments-là. Mais après c'est sa tête qui va ressortir. C'est pas très grave. Du coup, on sera ensemble. Merci messieurs. De la Loire peut-être. Excellente soirée à toutes et tous, à bientôt dans 100% Synthé. Bonne soirée.